simplement pour vous faire partager quelques idées, heureux d'être là avec Michel Mercier, Ramayan, Marielle de Sarnez, et permettez-moi de vous dire quelque chose, Yves Gégaud et tous les autres, et permettez-moi de vous dire une chose, c'est que pour nous, Lyon, les centristes, ça nous rappelle de très belles histoires, et je suis très heureux aujourd'hui que ce meeting, nous l'ayons ensemble avec François Bayrou pour, en quelque sorte, fêter le lancement de cette campagne européenne et pour faire en sorte que notre projet, Guy, puisse émerger au sein du prochain Parlement européen et au sein de la Commission. Merci Marielle. 2 ou 3 idées que je voudrais vous faire partager en moins de 10 minutes. J'ai entendu le message. Je voudrais essayer de vous donner des arguments durant ces 15 jours ou 3 semaines de campagne. La première chose que je voudrais vous dire, c'est... Comment vous dire ça? C'est méfiez-vous de tous ces bobardiseurs et méfiez-vous de tous ces racontards. Méfiez-vous de cette histoire qui fait qu'on fait de l'Europe, Michel Mercier l'a évoqué, le bouc émissaire de nos maux. Mes chers amis, si la France va mal, ça n'est pas à cause de l'Europe. Si la France a un chômage de masse depuis 30 ans, c'est parce que nous avons mis en œuvre des politiques économiques et sociales qui nous ont conduits à ce chômage de masse. Si la France a un système éducatif qui ne marche pas, c'est parce que ça n'est pas la faute de l'Europe. Si nous avons des déficits budgétaires, si nous avons des prélèvements obligatoires élevés, ça n'est pas la faute de l'Europe. Si nous avons un système judiciaire qui fonctionne mal, ça n'est pas la faute de l'Europe. Et donc, le premier argument que vous devez chaque jour répéter à nos compatriotes, c'est que les difficultés de la France, elles sont directement liées aux politiques françaises qui ont été menées, disons-le, par des majorités successives, qu'elles soient de droite ou de gauche. Ça, c'est la première chose que vous devez dire à nos compatriotes. La deuxième chose, la deuxième histoire qu'on raconte tous les matins, si la France a des difficultés économiques et commerciales, ça n'est pas parce que nous avons trop de concurrence. C'est bien souvent parce que nous n'en avons pas assez et que nous maintenons partout des rentes de situation qui empêchent les consommateurs de pouvoir bénéficier pleinement des gains de productivité qui peuvent être réalisés dans l'économie ou qui peuvent être accordés par l'existence d'un grand marché. Et le troisième mensonge qu'on nous raconte en permanence, c'est celui simplement de nous expliquer que si nous n'arrivons pas à exporter aujourd'hui, c'est à cause de l'euro, parce que l'euro serait trop cher. Probablement, ça rend plus compliqué la vente d'Airbus, même si notre constructeur aéronautique vend aujourd'hui plus d'avions que Boeing. Mais en vérité, si vous voulez bien regarder les chiffres, c'est au sein même de la zone euro que nous n'arrivons pas à exporter nos produits. Et si nous avons perdu 30% de part de marché en 10 ans à l'exportation, alors que les autres pays de la zone euro n'en ont perdu que 15% à travers le monde, c'est bien parce que c'est l'économie française qui va mal. Et ça n'a absolument rien à voir avec la question de la monnaie unique qui nous permet, au contraire, et qui nous a permis bien souvent, au contraire, de faire preuve de discipline, parce que finalement, l'euro nous a tellement protégés pendant des années qu'elle nous a protégés des dévaluations, elle nous a protégés de l'inflation, que nous n'avons pas effectué l'effort de redressement que nous aurions dû effectuer en notre temps. Et puis, je voudrais aussi vous proposer 3 arguments de l'autre Europe que nous voulons. La première, c'est celle qui consiste à dire « mais l'Europe est trop technocratique ». En vérité, l'Europe a probablement des institutions plus démocratiques que nous n'en avons, nous, en France. Nous qui vivons dans une satanée monarchie. Mais en réalité, ce qui manque en Europe, c'est de la politique. Ce qui manque en Europe, c'est que les citoyens européens puissent faire émerger au Parlement européen une majorité, qu'elle soit socialiste, libérale ou conservatrice, mais que, à travers l'élection au Parlement européen, nous puissions très clairement, nous Européens des 28, dire l'Europe dont nous avons besoin, l'Europe que nous voulons. Et ça nous impose, à mon sens, d'être les défenseurs
soit de listes européennes dans les 28 pays, mais qui seraient des listes européennes uniques, qui feraient que le jour de l'élection européenne, nous voterions dans tous les pays européens pour la même liste, celle des libéraux d'un côté ou des démocrates, celle des conservateurs, et qu'en quelque sorte, le soir de l'élection, après un débat en Europe, nous puissions dire le président de la Commission sera issu de cette majorité-là qu'ont voulu les 28 pays européens, et non pas lié à des arrangements qui existent au Parlement européen. Le second temps de l'histoire, ça sera probablement l'élection d'un président de l'Europe au suffrage universel. Moi, pour ma part, je suis un peu plus réservé parce que je ne crois pas à l'idée de l'élection présidentielle, et deuxièmement parce qu'on se fout le doigt dans l'œil. La plupart des pays sont des régimes parlementaires, et l'idée d'avoir un président élu au suffrage universel, pour beaucoup de régimes parlementaires, ça paraît assez baroque. La deuxième chose que je voudrais vous dire, j'ai été au gouvernement, Yves Gégaud l'a été aussi du temps de Nicolas Sarkozy, Ramayad aussi. Mes chers amis, pourquoi souvent on a le sentiment que le système européen dysfonctionne? C'est parce que sous le sceau et le couvert du tampon européen, on a fait en vérité en permanence de l'intergouvernemental. C'est-à-dire qu'on a considéré que la somme des intérêts des nations faisait l'intérêt général européen. Or, l'intérêt général européen, c'est autre chose que la somme des intérêts des nations. C'est comme si on considérait que l'intérêt général, ce serait la somme des intérêts particuliers. Et donc, ce dont nous avons besoin, mes chers amis, c'est à la fois une clarification des compétences, c'est-à-dire confier à l'Europe ce que nous considérons devoir confier aux Européens. Mais dans ce cas-là, on le confie pleinement, totalement. Et qu'en revanche, s'il s'agit de sujets nationaux, eh bien, on les laisse à l'échelle nationale. Quand vous allez voir mon fameux pêcheur de Saint-Guénolé, qui ont entendu ceux qui ont fait la réunion de Montélimar samedi matin dernier, quand mon pêcheur me dit « je ne voterai jamais pour vous parce que vous êtes européen », parce que quand on décide de la politique de la pêche, mais que les règles entre les États membres ne sont pas les mêmes en termes de protection sociale, de droits pour les marins, eh bien je ne peux pas être d'accord quand on a comme objectif de protéger la réserve halieutique qui, bien entendu, elle, n'a pas de frontières. Bien, la raison du dysfonctionnement, c'est qu'une partie de la compétence s'exerce à Bruxelles et que l'autre s'exerce à l'échelon national. Et donc, si nous considérons que ça doit être à l'échelle européenne ou à l'échelon européen, ça doit l'être pleinement et totalement. Et puis, la deuxième chose que je voudrais vous dire, quand on évoque les questions économiques, je voudrais simplement vous dire une chose. C'est que lorsqu'on parle de gouvernance économique, de politique économique, de nécessité d'avoir cette deuxième jambe avec la monnaie unique, on doit avoir en tête une chose simple, que montraient d'ailleurs très bien les images de tout à l'heure. C'est que la zone euro est une monnaie unique si elle n'est pas accompagnée d'une politique industrielle, d'une politique économique, elle finira par éclater et collapser. Je vous le garantis. Parce que quand vous avez des économies qui sont de plus en plus divergentes, avec des performances économiques extrêmement divergentes entre, en clair, le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, eh bien, qu'est-ce qui va arriver à terme? C'est qu'à un moment, les peuples européens qui n'ont plus ni l'inflation ni la dévaluation vont dire la casse sociale liée à la nécessité de la convergence liée à la monnaie unique, elle devient absolument insupportable. Et donc, il nous faut un budget européen bien plus supérieur aux 130 ou 140 milliards, c'est ça le budget européen, pour être en capacité de pouvoir redonner à l'ensemble de la zone euro un ensemble économique performant du nord de l'Europe au sud de l'Europe, avec une convergence économique qui permet de rendre pérenne la construction de la monnaie unique. Et j'ajoute une dernière chose qu'on évoquait tout à l'heure avec Alstom. J'ai été, comme vous le savez, ministre de la Défense pendant 3 ans et demi. Nous n'arrivons absolument pas à progresser sur les rapprochements industriels européens en matière de défense, alors que pourtant on en aurait besoin plus qu'ailleurs, dans la mesure où les budgets militaires sont de plus en plus exsangues. Pourquoi ça n'est pas possible? Parce que si vous ne commencez pas par le commencement, jamais vous n'aboutissez à la construction de ces grands ensembles industriels que nous appelons de nos voeux.
Pourquoi Alstom est obligé d'aller voir auprès de General Electric ou éventuellement de Siemens? C'est parce que d'abord, on doit avoir des politiques de recherche européennes. Qu'ensuite, on doit avoir des politiques de développement et des politiques industrielles ou des politiques sur des programmes quand on parle de défense. Et que tout ça, progressivement, amène les industries à décider ou les compagnies à décider de se rassembler. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est que l'Europe crée les conditions de l'émergence de grands champions industriels européens, non pas dans l'urgence, mais par la construction de politiques économiques, industrielles, de recherche, qui conduiront naturellement l'Europe vers cet objectif que nous partageons tous. Bien entendu, ça ne se fera pas à 28. D'où pour moi l'absolue nécessité d'aller vers un noyau dur, un premier cercle, appelons ça comme on veut. Quand on parle de défense, par exemple, qui peut croire un seul instant qu'on fera une politique européenne de sécurité et de défense à 28 quand les Anglais ne veulent pas en entendre parler ou les Tchèques ne veulent pas en entendre parler. Mais en même temps, ceux qui ne voulaient pas en entendre parler il y a 10 ans, comme les Polonais, sont aujourd'hui les premiers à considérer qu'on doit avancer vers cela. Alors, pour finir, mes chers amis, parce que je vois que le temps presse, je voudrais simplement vous faire partager une chose. Pourquoi l'Europe est en panne? Ce n'est pas l'idée européenne qui est en panne, c'est l'Europe qu'on a faite, c'est l'Europe que les gouvernements ont faite. Pourquoi l'idée européenne est en panne ou la construction européenne est en panne? C'est parce qu'il n'y a plus d'ambition européenne. Il n'y a plus de grands desseins européens. Il n'y a plus de grand horizon européen. En 1945, il y avait la paix. Après, il y a eu le fait de nourrir les peuples européens. Ensuite, il y a eu l'idée d'en faire une grande zone de prospérité. Et qu'avons-nous aujourd'hui à proposer aux Européens? Rien ou presque. Sinon, encore des bidouillages institutionnels ou des propositions. Et la vraie question, elle est celle que Michel a évoquée dans son introduction. La vraie question, c'est est-ce que nous voulons être des acteurs du monde nouveau qui est en train d'émerger ou est-ce que nous voulons être des spectateurs d'un monde qui va se construire sans nous? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que notre modèle, mes chers amis, qui est le meilleur modèle au monde, le modèle européen, qui n'est pas un modèle construit sur la force, mais un modèle construit sur le droit, qui est un modèle de coopération entre les États et non pas de confrontation entre les États, qui est un modèle où la norme supranationale s'impose aux États membres. Eh bien, est-ce que cette construction-là, qui est celle dont le monde a besoin compte tenu des enjeux qui sont les siens en matière d'environnement, de politique énergétique, de ressources sur les matières premières, nous sommes obligés, au niveau planétaire, d'aller vers ce monde de coopération si on veut réellement lutter contre les désordres climatiques, par exemple. Eh bien, est-ce que nous sommes capables de dire au monde entier, nous allons construire sur les grands sujets qui doivent être traités à l'ordre planétaire, un modèle qui s'inspire à la fois du contrat social européen et qui s'inspire aussi de ce modèle de coopération entre les États qui a été une des plus belles réussites du XXe siècle. Et pour ça, eh bien, nous avons besoin de créer ce noyau dur de pays qui décident d'aller vers une intégration, qui décident de porter une politique étrangère, une politique de défense européenne, capable de pouvoir parler d'une seule voix sur les grands sujets. Je prends un exemple et j'arrête là. J'étais en Tunisie la semaine dernière. J'ai rencontré tous les grands responsables politiques tunisiens. Ce qui se passe en Tunisie est une histoire formidable pour l'Europe. Extraordinaire. La Tunisie est en train de réussir sa transition démocratique. Ce qui nous désespérait après le printemps arabe, eh bien les Tunisiens sont en train de le réussir. Les Tunisiens vont avoir des élections libres dans 6 mois. Et tous les partis politiques, islamistes compris, disent islam et démocratie sont compatibles. Eh bien, face à cette formidable aventure qui dépasse largement les Tunisiens et qui concerne la relation entre l'Europe du Nord, l'Europe méditerranéenne et le Maghreb et le Machrek, qui permettra de construire une nouvelle relation géopolitique sur
sur cet immense bassin. Eh bien, face à ça, que font les Européens, sinon, grosso modo, de dire que c'est bien et d'accorder quelques dizaines de millions d'euros parce que les deux ministres des Affaires étrangères français et allemands sont en visite à Tunis. Nous devrions au contraire en faire une immense ambition européenne parce que c'est l'intérêt de tous les Européens, du Nord et du Sud. Eh bien, ce dont nous avons besoin, c'est d'être des acteurs mondiaux sur des sujets comme ça et d'être capables de porter une ambition, un souffle et de faire partager nos valeurs, celles auxquelles nous croyons. Alors, mes chers amis, en conclusion, je voudrais vous dire un mot que j'ai retrouvé d'une jolie formule d'un député italien qui disait, au moment de la construction de la nation italienne, nous avons fait l'Italie, il nous reste à faire les Italiens. Eh bien, nous avons fait l'Europe, il nous reste à faire les Européens, et c'est nous qui pouvons le faire.